ICAD n'est pas une entreprise de qualité. Il me semble que la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur ICAD, il y a très longtemps, la conclusion était simple. Je pense que le marché a mieux à offrir en date d'aujourd'hui. Donc, croissance des revenus, il n'y en a pas. C'est un business plutôt stable. OK? Ici, on parle d'une rate diversifiée. Donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types ici de biens immobiliers, que ce soit des bureaux, ça peut également être des résidences universitaires et j'en passe. Et quand on regarde une rate, chaque type d'actif a sa propre dynamique. D'accord? C'est très important d'aller regarder au-delà des chiffres. Je sais que ce qui vous attire, ou bien ce qui a attiré votre attention la première fois, c'est d'abord le dividende. Et laissez-moi vous dire qu'il n'est pas tenable. Ça va même pas vous prendre de midi à 14 heures pour voir qu'il n'est pas tenable du tout. Juste en regardant les activités, en checkant un tout petit peu la concurrence, le taux d'occupation, ça va vous sauter aux yeux. Vous allez vous rendre compte que cette compagnie ne devrait même pas payer 5% en termes de dividendes. Oui, c'est une rate, mais elle ne devrait pas le faire. OK? Ce n'est pas une obligation de verser le dividende. Et encore, les compagnies européennes, vous savez qu'il faut faire attention aux bénéfices nets. On ne regarde même pas. Une rate, on ne regarde pas les bénéfices nets. Ça sert strictement à rien du tout. Il faut aller regarder les FFO, les AFFO de préférence. Donc, c'est une sorte de free cash flow. Et à la limite, même les FFO. OK? Alors, croissance, stabilité des revenus. Première question qu'on pose généralement pour voir ici qu'on a des revenus stables. Donc, ce n'est pas déjà une entreprise en pleine croissance. Ensuite, on regarde les marges brutes qui sont en décroissance. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Ensuite, on check les marges EBITDA. Est-ce qu'on recherche les marges EBITDA ici sont également en décroissance? Par rapport à vous allez remarquer une chose. Si on prend la marge brute et la marge EBITDA, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'à un moment donné, on a eu des marges brutes plus élevées que les marges EBITDA, ce qui n'a pas vraiment de sens. OK? Donc, ça peut ici être, on a peut-être eu un élément extraordinaire. Et encore, attention, je l'ai mis ici en... OK, il faut que je le mette en yearly. Là, ça va. OK, c'est de ma faute, je l'avais mis en trimestriel. Mais voilà, les marges EBITDA sont moins élevées que les marges brutes. Tout est correct, tout est parfait. Mais alors, elles sont en décroissance. Et la question, c'est pourquoi? Parce que si je veux me projeter à long terme, je dois savoir pourquoi est-ce que les marges augmentent ou diminuent. Quelle est la raison derrière? Vous n'avez pas le choix que de lire les rapports financiers directement. Ici, on fait une analyse quantitative, mais c'est déjà assez, c'est déjà une bonne chose, d'accord? C'est déjà un bon début pour essayer de déterminer si l'entreprise vaut la peine en termes d'études approfondies. C'est le but simple. Et dans le cadre de notre étude ici, de notre analyse quantitative, on va essentiellement voir si l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Dès le début, déjà, je vous dis non. OK? Mais bon, je vais quand même faire le tour d'horizon parce que je l'ai déjà regardé une fois par le passé. Je sais que je n'ai pas gardé de bons souvenirs dans tous les cas de figure. Donc, ensuite, on regarde ici la dette nette sur EBITDA. C'est une rate, oui. Généralement, elles ont généralement une énorme dette. Mais pour une rate, d'habitude, je prends 5 fois l'EBITDA pour n'importe quelle entreprise, sauf les bancaires, etc. Parce qu'on regarde ça dépendamment des secteurs d'activité, il faut souvent s'ajuster en conséquence. Pour une rate, je serai à 10 fois l'EBITDA. OK? Dette nette sur EBITDA doit être inférieure au ratio de 10. Ici, c'est 13. L'entreprise est très endettée. Et donc, ça, ce n'est pas intéressant pour moi. Au dernier trimestre, prenons le dernier trimestre ici, je pense que c'est toujours mieux. Au dernier trimestre, on était à 13 fois l'EBITDA. Enfin, quoique, il faut toujours aller vérifier ça ici. Je pense qu'elle a déjà publié ses résultats annuels. Enfin, elle a publié ses résultats annuels ici, au 31 mois de décembre. On va se dire que c'est 17 fois l'EBITDA. Regardons ça là. De toute façon, on ira faire une deuxième vérification Enfin, vous irez faire une deuxième vérification dans les rapports financiers si cette compagnie-là vous intéresse. OK? Alors, c'est trop élevé. Trop élevé. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va faire faillite demain matin ou ce genre de choses-là. La dette, c'est bien de la regarder comme ça, mais également, il faut la regarder il faut regarder les caractéristiques de cette dette-là. Quel est le pourcentage de dette à taux fixe, à taux variable, la dette sécurisée, non sécurisée, l'échelonnement de la dette dans le temps, les covenants sur cette dette-là. Il y a énormément de questions à poser derrière. Ça vous permet de mieux apprécier ce niveau d'endettement-là. Comme je le dis toujours, si une entreprise a une dette de 1 milliard qu'elle doit rembourser demain matin alors qu'elle n'a que 100 dollars, 100 millions ici en free cash flow, ça va être compliqué. Si une entreprise a une dette de 1 milliard qu'elle doit rembourser dans 100 ans alors qu'elle génère
alors qu'elle génère en moyenne 10 millions de free cash flow, on est pas mal, on est très bien positionné. Donc tout dépend ici de comment est-ce que la dette a été échelonnée dans le temps. Ensuite, normalement c'est pas une vidéo qui devrait faire plus de 3 minutes. Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Il est plutôt stable, c'est correct. Pour une rate, je ne serais pas étonné non plus qu'on ait des actions de plus en plus élevées parce qu'on utilise une partie pour refinancer ici les activités, que ce soit au niveau de la dette, etc. Mais la finalité est simple, on veut généralement des AFFO de plus en plus élevés. Donc le but ici de la compagnie immobilière en question, c'est d'acheter des biens immobiliers à des cap rates élevés. OK, enfin, on ne va pas dire les repositionner ou quoi que ce soit, mais les remettre au goût du jour ici afin que ces biens immobiliers puissent générer des loyers équivalents ici à des loyers ici qui pourraient permettre ici d'obtenir un rendement plus élevé que ce qu'on a dépensé pour pouvoir en faire l'acquisition. Alors, au niveau de l'évaluation, Koifi n'est pas adapté pour les AFFO, même si les AFFO pour les rates, ça peut être une sorte de free cash flow. Vous pouvez utiliser free cash flow. Mais vous allez voir ici que bon, il ne rapporte pas d'argent, etc. Mais on veut prendre les cash flows opérationnels. Ceci. Cash from operation. Ça donne à peu près 366 millions par là, en date d'aujourd'hui. Après, vous pouvez faire une médiane ou une moyenne. Mais moi, je vais jamais utiliser Fastgraph. Je vous rappelle que vous avez un 50% de réduction, enfin pas 50, mais 25% en description de la vidéo pour Fastgraph. Je reviens ici sur la compagnie, ICAD. Voilà. Alors, quand je regarde un tout petit peu ICAD sur la durée, en prenant en considération les cash flows opérationnels, j'observe ceci. 1. À partir de 2022, on a une baisse de ces cash flows-là. Enfin, le 1 on pourrait déjà se dire qu'on a des cash flows stables jusqu'en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément quelque chose qui s'est passé à partir de cette période. Il faudrait regarder les rapports financiers de 2023 qui comparent à peu près les résultats entre 2023 et 2022 afin d'avoir une idée générale de ce qui s'est passé à ce niveau. Parce que ça peut être eu un effet sur le reste. Oui, vous allez me dire, elle a vendu certains actifs, etc. Ça peut être une partie de la réponse. OK? Mais quand on vend ces actifs-là, le but est de rembourser la dette. Or, ici, je remarque que le niveau d'endettement est toujours aussi élevé. Au contraire, elle s'est même permise de payer un gros dividende, etc., qui représentait près de... le dividende représentait combien? 4,84 $ par rapport au prix, par rapport à cette journée-là. Je pense qu'on avait peut-être un rendement supérieur à 20% ici. Et on va se dire que quand on regarde le rendement du dividende, ce n'est pas trop le rendement d'aujourd'hui qui nous intéresse. C'est le rendement de demain qui est intéressant. Si l'entreprise n'a pas les moyens de reverser le même niveau de dividende sur les années à venir, ça ne sert à rien d'y investir aujourd'hui. Je dis bien ça ne sert strictement à rien parce que ici, elle vous donnera peut-être 20% maintenant, mais l'année prochaine, qui vous dit que ce sera... si on divise le dividende par 2, le 20% devient 10%, dépendamment de votre prix d'acquisition. Et le prix ne restera pas à ce niveau. Il sera peut-être à 10 $, 5 $, je n'en sais rien du tout. Donc, analyser une entreprise en regardant uniquement le dividende, comme je le dis toujours, c'est une grosse erreur. Le dividende n'est que la cerise sur le gâteau. On ne commence pas par le dividende, on termine par le dividende. Parce qu'on veut se rassurer que l'entreprise a les capacités nécessaires pour au moins assurer la pérennité de ses actifs, de son activité de manière générale. Très peu de dettes, bénéfices stables, business assez prévisible, croissance, disons, croissance au-dessus de l'inflation au niveau de l'industrie ici. Et on se fait un avis. Et s'il y a un dividende, on se pose la question de savoir par rapport aux engagements financiers qu'on a présentement, est-ce qu'il est judicieux de payer un dividende? Et donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ICAD doit couper ce dividende. Ils vont le faire. Ils ne peuvent pas rester avec ce niveau de dividende-là. OK? Donc, si tu vois 20% et que c'est ça qui t'intéresse, sache que c'est une certitude. Ce truc-là, ça va disparaître. On va le couper. On va le réduire dans tous les cas de figure. Donc, par rapport à l'évaluation maintenant, en moyenne, le marché paye à peu près 14 fois les cash flows opérationnels. Aujourd'hui, avec les attentes de 2026, imaginons que 14, je suis à 15 fois, je ne cherche pas à voir la précision. Au niveau ici de 2026, on s'attend à peu près à 3 € l'action. 15 fois les bénéfices, ça donne 45 €. C'est une prévision. Donc, ce n'est pas une certitude. On regarde ici, vu que c'est une rate, c'est un business qui est généralement prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici.
Voilà, ce sont des loyers revenus récurrents. C'est à peu près que, il me semble que ICAD, elle aura renouvelé 16% des loyers pour 2025, 2026. Et au-delà de 2026, ça sera à peu près 25%. Donc, sur les années à venir, il y a près de 50% des loyers actuellement qui sont à risque. Non, c'est à risque parce que la demande n'est plus élevée pour certains de ces actifs. Et encore, quand on regarde sur le marché, parce que oui, moi aussi j'ai fait l'effort d'aller regarder un tout petit peu, alors que ICAD ne m'intéresse pas et je n'ai pas l'intention d'y investir. Donc, si moi je peux lire deux, trois lignes avant de faire une vidéo, vous pouvez quand même vous permettre de lire un rapport financier si la compagnie vous intéresse. OK? Donc, quand on regarde du ICAD ici, on va se rendre compte d'une chose, c'est que la moyenne sur le marché par rapport à ce type de loyer-là est 11% inférieur à ce que ICAD fixe aujourd'hui. Donc, quand bien même ICAD aura tendance à renouveler, quand bien même certains clients auront tendance à renouveler leur, euh, leur bail auprès de ICAD, bah, sans doute ce sera un prix moins élevé. Et donc, ce qui va entraîner ici une pression supplémentaire au niveau des ratios financiers. Donc, ICAD est très, très mal positionné en date d'aujourd'hui. 10 fois quand on prend 15 fois les cash flows opérationnels, moins la dette nette, et ne me parlez pas de valeur des actifs. Ce truc-là, c'est les compagnies européennes, ils ont tendance ici à revaloriser leurs actifs chaque année. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera le prix que vous allez obtenir si vous devez être forcé à vendre ces biens immobiliers en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que je ne prends pas les bénéfices nets. Même le tangible book value, bon, ok, mais j'ai déjà fait cette erreur-là une fois avec une compagnie européenne, donc je peux faire moi-même euh, le tangible. Si un actif est de qualité, ça va se voir au niveau des loyers. S'il est de qualité, vous fixez des loyers plus élevés. Ce qui veut dire ici que quand on prendra ici les multiples de valorisation, on aura tendance ici à se rapprocher de quelque chose d'assez intéressant. Okay? Donc, dette nette sur EBITDA en yearly, ça donne à peu près, on a une dette nette de 46 euros ici. Enfin, ça, c'était en 2023. Malheureusement, ce n'est pas encore ajusté ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je peux déjà voir que la dette nette est trop élevée pour que je puisse appliquer la retrancher ici du niveau de le prix qu'on obtient ici, à savoir le 15 fois le chiffre qu'on obtient, à savoir 15 fois les bénéfices nets de 2026. Alors, deuxième alternative, nous ne payons pas moins de 10 fois les bénéfices sur une entreprise. Si elle est très endettée, on paiera 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, ça revient ici à 30 euros. Et 30 euros, ça va dépendre de quoi? La pérennité des actifs d'ICAD. Aujourd'hui, on s'attend à 3 euros. Demain, si c'est 2,50 euros parce qu'on a vendu des actifs. Donc, il faut être que sur le qui-vive concernant cette compagnie. En tout cas, pour moi, c'est une entreprise qui n'est pas intéressante du tout, qui devrait couper son dividende. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais pour moi, ça ne serait pas étonnant. Donc, ici, étant une rate, elle a l'obligation de reverser 90% de ce qu'elle gagne en dividende. Et donc, en date d'aujourd'hui, voilà, c'est... Peut-être qu'elle peut suspendre le dividende ici, mais je pense que si on reprend à peu près l'exemple ici de URW, donc à savoir Unibail, même si vous suspendez le dividende, je pense ça devient un peu comme une dette de telle sorte que quand vous allez recommencer à le reverser, le dividende qui n'a pas été versé précédemment ici, il va falloir le verser également sur les années à venir. Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose dans ce sens-là. Mais dans tous les cas de figure, évitez ICAD. Si vous voulez mon avis, elle n'en vaut juste pas la peine. Je pense que comme rate dans le même secteur d'activité, vous avez du WDP qui a un très bon prix présentement et situé sur un secteur de croissance. Donc WDP, c'est intéressant à aller regarder. Ensuite, il y avait également Argan qui est loué à 100%. Et voilà, vous avez également du Argan. Ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder Argan en profondeur. Il me semble également qu'au prix actuel, Argan, c'est également cadeau. En tout cas, ce n'est que mon avis. Il faut également regarder, c'est la raison pour laquelle elle est peut-être sous-évaluée, c'est peut-être parce qu'on a un seul client, on dépend énormément d'un client où il y a peut-être une situation qu'on ne peut pas voir sur les chiffres, parce que les chiffres ici vous donnent une partie de l'information. Donc, analyse fondamentale égale quantitatif plus qualitatif, les deux sont indissociables. Le quantitatif sert à poser les questions, le qualitatif permet de répondre aux questions qu'on se pose dans le quantitatif. Les deux sont indissociables, comme je l'ai dit. Donc, pour faire simple, en conclusion, ICAD,
poubelle. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter. Il y a quelques annonces qui arrivent dans quelques semaines. Merci, au revoir.